Bonjour, alors bienvenue à ce premier vrai cours où on va voir de la matière. On va voir essentiellement des éléments théoriques rapidement quand même parce que là, vous devez faire votre lecture et vos devoirs pour avancer, mais des éléments théoriques, un PowerPoint aussi par rapport à l'introduction, les éléments dans l'introduction, ainsi que dans le chapitre 1. Je vous ai aussi envoyé un document sur la méthodologie pour la lecture. C'est important là, de bien lire. Je pense que votre réussite dépend beaucoup de ça, selon pas mal toutes les études. La réussite en philosophie dépend du fait que l'étudiant lise correctement. Donc, fasse un travail de lecture. C'est pas toujours facile de lire un texte théorique, mais il faut apprendre à le faire. Et c'est ici là, que vous apprenez à le faire. Donc, c'est important de faire cela. Aujourd'hui, on va vraiment commencer à réfléchir sur la question du sens de la vie. Parce que c'est sur cette question-là, je vous rappelle que vous allez devoir réfléchir tout au long de la session. Et puis, on est dans la section là, où on va voir de cours, section 1, où on va développer nos compétences, là, argumenter, et conceptualiser surtout. Mais on va commencer à définir aussi la question, hein, le contexte de la question du sens de la vie, etc., d'un point de vue philosophique. Donc, on va commencer par réfléchir un petit peu à l'actualité ou enfin au contexte du monde contemporain. Depuis 50 ans, là, peut-être, là, bon, environ 60 ans, 70 ans, il y a eu un grand déclin de la religion au Québec. La religion catholique, qui à l'époque était la religion dominante au Québec. Et c'est elle qui donnait le sens à la vie pour les gens. Les gens n'avaient pas à se questionner profondément par eux-mêmes sur le sens de la vie. Certains le faisaient, sans doute, là. Mais la religion donnait les réponses. Et en réalité, ces réponses-là étaient suffisantes pour la plupart des gens. Maintenant, ceux qui n'étaient pas d'accord, souvent étaient exclus, etc. Avec la laïcisation de la société, la religion a perdu un peu, disons, d'autorité. Les gens adhèrent moins à la religion, ce qui fait que aujourd'hui, peu de gens, somme toute, se basent sur la religion pour donner un sens à leur vie. Et ça a créé un vide parce que depuis des centaines et des centaines d'années, voire depuis presque toujours dans l'humanité, ça avait été la religion qui avait donné les réponses aux grandes questions fondamentales, en particulier à celle du sens de la vie. Bien sûr, le déclin de la religion est lié aussi à la montée de la science comme discours. Hein? Toutes les sciences, on va voir. Bon. Maintenant, la science est très intéressante, la science, mais c'est un discours qui doit être mis en question aussi à certains égards. Et c'est un discours sur lequel on va réfléchir. Le paradoxe de la science, c'est que c'est un discours duquel on attend beaucoup de choses, mais qui ne peut pas répondre à toutes les questions. Et il y a des gens qui croient à la science, des gens qui ne croient pas, mais la science nous amène des faits. Et donc, c'est un discours incontournable. Mais en même temps, quand on se pose des questions pour nous-mêmes sur le sens de notre vie, la science peut nous amener des informations. Elle ne peut pas répondre pour nous à la question du sens de notre vie, évidemment. Bon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le discours le plus populaire qui ne répond pas à la question du sens de la vie, et avec cette question-là qu'il n'y a plus de religion, on est entré dans ce qu'on a appelé, chez Lipovetsky, l'ère du vide. L'ère du vide, c'est un moment où on se dit il n'a plus de sens à la vie. La vie, quoi la vie? On ne sait pas trop. Et là, qu'est-ce qu'on fait souvent? C'est qu'on va essayer essentiellement de vivre notre vie en gagnant de l'argent, puis en survivant. Mais on ne vit pas nécessairement. Et on a à réfléchir sur le sens de la vie, mais ça, c'est une tâche et c'est une responsabilité. Et ce n'est pas nécessairement facile de réfléchir sur cette question. Alors, certaines personnes décident de ne pas réfléchir à la question. Et c'est pas une bonne idée, parce qu'à un moment donné, si on ne réfléchit pas où est-ce qu'on s'en va dans la vie, on s'en va un peu nulle part. On risque de tourner en rond. Hein? Et il y a des gens qui font ça dans la vie. Donc, cette réflexion-là, elle est importante pour éviter certains écueils dans notre société,
Par exemple, il faut repenser les cadres. On peut plus, en tout cas, la plupart des gens ne prennent plus le cadre de la religion tel quel. Donc, il faut repenser le cadre. C'est quoi les grandes valeurs? C'est quoi les grands idéaux? Et aujourd'hui, on a tendance à médicamenter les problèmes. Moi, je ne suis pas contre les médicaments du tout, là. Bon, c'est une grande avancée, là, qu'on puisse utiliser des médicaments. Mais il faut faire attention de ne pas médicamentaliser tous nos problèmes. Okay? Et bien sûr, beaucoup ont pris le parti de l'apparence, le capitalisme, l'argent. Ils se mettent sur les réseaux sociaux toujours le mieux, la compétition, pour paraître, l'apparence très fort. Et bien évidemment, c'est pas très satisfaisant. C'est sûr que si l'apparence, viser uniquement sur l'apparence dans la vie, c'est un très bon moyen d'être dans l'insignifiance. Hein? Bon. Alors, maintenant, quel est l'horizon moral qui va définir l'être humain? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Qu'est-ce qu'on doit rechercher? Qu'est-ce qui est important? Ça, il y a un autre discours, évidemment, qui peut répondre à ces questions-là, c'est le discours philosophique. OK? Aujourd'hui aussi, les médias sont très présents, etc. Et puis, on aimerait être libre pour vrai, parce qu'on nous a dit depuis toujours qu'on était libre. Bon, on ne sait pas toujours ce que ça signifie. La philosophie, ce qu'on va faire, c'est vraiment essayer de voir comment on peut être libre. Okay? Libre, authentique, nous-mêmes, heureux, pour qu'on sente que notre vie a vraiment un sens. Bon. Et c'est ce qu'on va faire dans ce cours. Maintenant, pour bien comprendre la question, on va fonder cette question-là comme telle dans une compréhension de qui nous sommes comme être humain. Et qui nous sommes comme être humain, si on... je vais essayer de faire ça. Non, ça ne marche pas. Okay. Qui nous sommes comme être humain, nous sommes des êtres libres et nous sommes des êtres de pensée, de représentation. On se représente le monde. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça, c'est un élément de vos devoirs. Hein. Vous remarquerez que c'est une question de vos devoirs. Maintenant, vous devez expliquer un peu ce que ça signifie. On va en parler présentement. Et il faut lire aussi. Donc, c'est très important de lire. Donc, première des choses, vous avez aussi une question dans vos devoirs sur le fait que on ne peut pas vraiment, en tant qu'être humain, parce qu'on est des êtres de pensée, parce qu'on est des êtres libres, on ne peut pas ne pas répondre à la question du sens de la vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre instinct qui y répond. Alors, le simple fait de vivre en tant qu'être humain, en tant qu'être libre, fait en sorte que on donne une certaine direction à notre vie. Bon. Si on décide de ne pas réfléchir, on a quand même pris la décision de ne pas réfléchir. Et si on décide d'écouter, comme un mouton, ce qu'on nous dit de faire, puis qu'on le fait, comme un esclave, là, bon, un pantin, on a pris cette décision-là aussi. Comment est-ce qu'on répond à la question du sens de la vie? C'est essentiellement, finalement, par nos actions. Ce n'est pas uniquement par notre discours. Le discours nous donne la conscience de ce qu'on fait, de notre action, etc. Oui. Mais en réalité, à toutes les fois qu'on prend des choix, on donne une direction à notre vie. Une direction. On prend un chemin. Et on peut prendre de bonnes décisions. On peut prendre de mauvaises décisions. On peut donc rater sa vie. Il y a des gens qui prennent de mauvaises décisions sur mauvaise décision, et qui finalement se retrouvent avec une vie qui n'a pas vraiment de sens, ni pour eux, ni pour les autres. Bon. Maintenant, l'être humain comme tel, il est pris là-dedans. C'est-à-dire qu'il ne peut pas ne pas décider. Il ne peut pas ne pas donner un sens à sa vie. Il reste libre comme tel. Okay? Et c'est par sa pensée qu'il va décider. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un être de pensée, c'est un être de liberté, et c'est à un être de pensée et de liberté que se pose la question du sens de la vie. Continuons. Qu'est-ce qu'on entend par un être libre?
être libre, c'est pas juste moi j'ai un désir, puis je le fais, là, tu sais, j'ai envie de ci, je le fais, j'ai envie de ci, de ça. C'est aussi une responsabilité, là. Okay. Mais c'est sûr que l'être humain, on n'est pas complètement défini par notre instinct. C'est pas notre instinct ne vient pas. Je vais fermer ma fenêtre parce qu'il y a quelqu'un qui passe sa tondeuse, n'est-ce pas? Excusez-moi. Voilà. OK. L'être humain, c'est pas son instinct qui dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. C'est pas qu'on n'a pas d'instinct, là. On a un instinct de survie, un instinct sexuel, etc. Quelques instincts, évidemment. Mais on est mal à l'instinct manquant. Ça, c'est un philosophe Herder qui caractérisait l'être humain comme ça. Parce que ce n'est pas l'instinct qui va nous dire comment vivre notre vie. Vous n'avez pas décidé d'étudier au cégep par instinct, n'est-ce pas? C'est par votre pensée. Est-ce que c'est votre pensée ou celle de vos parents? Ça, c'est à vous de voir. Mais ça reste que c'est un choix. Vous ne pouvez pas dire, non, moi, j'ai pas le choix. Oui, tu as le choix. Tu as toujours le choix. Mais tes choix impliquent des conséquences. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que quand on est libre, on est responsable de soi. On prend conscience qu'on est responsable de notre propre identité. On est responsable de qui on devient. Ce qu'on est comme tel n'est pas purement défini par notre nature. Okay. Et donc, il faut prendre notre destin en main. Et c'est ça, être libre. Par notre propre conscience. La philosophie, évidemment, c'est réfléchir. Et donc, ça nous aide à prendre en main notre destin et notre liberté. OK? L'être humain est aussi un être qui pense. Nous pensons. Je pense, tu penses, il pense, nous pensons, vous pensez, il pense. Il y a quelque chose qui unit l'humanité, c'est qu'elle est capable de liberté et de pensée. On va dire la raison habituellement. Moi, j'aime mieux dire la représentation, parce que tous les êtres humains ne pensent pas avec la raison. La raison se développe. On l'a comme potentialité. Là. On est tous capables de rationalité, capables de raisonnement, capables de logique, capables de distance critique. On est capable de ça, mais pas besoin de vous dire, regardez l'état de l'humanité. Ce n'est pas tout le monde, n'est-ce pas, qui développe cette capacité-là. Mais tout le monde a une certaine représentation du monde. Tout le monde comprend le monde d'une certaine façon. On a tous une représentation des choses, et c'est cette représentation des choses-là qui nous guide, qui va définir comment on agit, mais comment on réagit aux événements, comment on se sent. Okay? Le regard qu'on porte sur nous-mêmes, la relation qu'on a avec autrui, les décisions qu'on prend vont dépendre de ce que l'on pense. Ça, c'est très important. Si on est vraiment libre, on a réalisé ça. On a réalisé que notre pensée, elle nous appartient. On peut la travailler. Si on ne pouvait pas travailler notre pensée et qu'on recevait notre pensée et qu'on était comme pogné avec ça pour toujours, là, pas capable de réfléchir, pas de distance critique, regarde, t'es un pantin de ta culture, de ta société. Mais non, tu peux ne pas être d'accord avec tes parents, tu peux ne pas être d'accord avec ta société, tu peux être critique. Si tu réfléchis, tu deviens libre de ta pensée et donc libre de tes actions. Comment les gens ont compris le monde? Comment on fait pour comprendre le monde, puis avoir une idée, puis se faire une idée des choses? Bien, dans l'histoire, il y a eu des grands discours. Il y en a que c'est des théories, comme par exemple la philosophie, la science, c'est des théories. Donc, des éléments théoriques. Il y a des concepts, il y a de la logique, il y a de l'explication. C'est logique, là. C'est logique, puis c'est explicatif, c'est rationnel, il y a de l'argumentation, il y a des preuves. On ne croit pas sans preuve dans des théories logiques et crédibles. Et, de l'autre côté, on a des récits, des grands récits, des histoires, qui sont comme le témoignage de l'humanité, avec des symboles et tout ça. Et ça a formé des religions, où on a plus des témoignages d'êtres humains qui ont vécu des expériences, qui en témoignent et qui nous demandent d'adhérer par conviction, sans nécessairement avoir de preuves, mais simplement parce qu'on est touché par certains symboles et on a confiance au témoignage de certains hommes. Okay. Quoi qu'il en soit, tout ça, ça s'organise autour du langage. On reçoit des discours dans notre esprit, puis on se fait notre propre conception du monde.
Quand on va faire de la philosophie, on va travailler notre conception du monde, on va essayer de la rendre plus rationnelle, on va essayer d'établir une distance critique, c'est-à-dire de savoir ce qu'on sait, de savoir ce qu'on ne sait pas. On y arrive tout à l'heure, ça. Okay? De savoir ce qu'on croit, de savoir ce qu'on ne croit pas, tout en sachant que c'est une croyance et pas un savoir. Oh! Ça commence à être de l'esprit critique. Okay? Ceux qui n'ont pas d'esprit critique, ils ne savent pas où s'arrête leur connaissance. Ils pensent qu'ils savent des choses, mais ils ne savent pas dans le fond. Ils y croient. Ils ont-tu des bonnes raisons pour les croire? Pas nécessairement. Mais en tout cas. Tout le monde, bref, on a une vision du monde. Vous avez une vision du monde, j'ai une vision du monde. Bon. Maintenant, la vision du monde, c'est comme toute notre pensée dans sa plus ou moins grande cohérence. Ce qu'on croit, ce qu'on sait, nos valeurs sont organisées, puis on voit les choses. On peut, par exemple, dire qu'il y a une vision du monde qui est religieuse, par exemple. Il y a des grandes écoles philosophiques qui nous amènent une vision du monde, une vision des choses. Chaque culture, chaque société, chaque famille, à la limite, transmet une vision du monde aux jeunes générations. Sauf que l'être humain, au joie, il est libre, donc il peut questionner sa vision du monde. Il peut interroger la vision du monde des autres et sa propre vision du monde. Il peut la travailler, il peut la décider, il peut la déterminer à l'aide de sa raison. Et ça, c'est l'acte de philosophie. Penser par soi-même. Devenir adulte, dans le fond. Bon. Qu'est-ce que la vision va déterminer? Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible? C'est-tu possible, c'est-tu pas possible? Oui, ça, c'est une grosse idée. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Dieu existe-t-il? Non. C'est-tu possible, je sais pas, moi, d'entrer en relation avec le vent? D'écouter la parole du vent? Dans notre société, on va dire non. Dans d'autres cultures, il y a des rituels où ils vont parler à l'esprit du vent. Bon, je veux dire de quoi? Quand tu arrives dans ces cultures-là, tu as un choc culturel, n'est-ce pas? Les chocs culturels, quand on va, moi je suis allé en Inde, par exemple, bon, en Inde, donc, la vision du monde des Indiens est loin de la nôtre, hein, n'est-ce pas? Donc, quand tu arrives là, tu as un choc culturel, tu ne sais plus comment agir, te comporter. Il y a tellement de critères de compréhension qui sont différents qu'à un moment donné, tu es en choc. Parce que tu dis, oh là là, ok, moi, comment je comprenais les choses, c'est pas comme les autres, ma vision du monde est ébranlée, donc je suis en choc. La philosophie peut nous donner un choc, parce que des fois, on est confortable avec nos petites croyances, tu sais, c'est comme, des fois, c'est pas toujours quelque chose de confortable de faire de la philo, parce qu'on se remet en question. C'est le fun, ça, remettre en question. Pas nécessairement. On remet en question notre vision du monde. Qu'est-ce qui est possible? C'est-tu possible qu'il y ait une vie après la mort? Ben, moi, je vous dirais oui, c'est possible. C'est-tu sûr qu'il y a une vie après la mort? Ben non, c'est pas sûr. Bon. Maintenant, quand on est cohérent et rationnel, on commence à avoir des opinions qui se ressemblent quand même un petit peu. Hein? Mais il y a des indécidables aussi. Des convictions qui, là, on le sait pas, puis on sait qu'on le sait pas, donc on a un esprit critique quand on sait qu'on le sait pas, mais on peut y croire quand même. Bon. Je vais vous expliquer ce petit schéma-là rapidement. Ça l'explique un peu comment l'être humain fonctionne dans la vie, comment il donne un sens à la vie, comment l'existence, c'est quoi l'existence. OK? C'est expliqué dans le chapitre 1. Je vais y aller assez rapidement, si on veut. OK? On a des visions du monde. Tout le monde a une vision du monde. Comment tu conçois le monde? Bon, qu'est-ce que tu considères possible, vrai, faux, bien, mal, etc. Bon. Ça, c'est plus ou moins cohérent. Il y a des visions du monde qui sont meilleures que d'autres. Ça, c'est la première affaire. Il y a des visions du monde qui sont pas crédibles. Il y en a qui sont pas vastes. Mettons, tu es ignorant. La vision du monde, elle manque un peu d'ampleur, d'amplitude. Là, apprends. Si vous êtes au cégep, c'est parce que vous espérez que votre vision du monde va devenir meilleure parce que vous allez acquérir des connaissances. Je veux dire, si tu connais rien dans la vie, ben je veux dire, à un moment donné, ta vision du monde n'est pas extraordinaire. Si tu n'as jamais réfléchi aussi à quoi que ce soit, ou très peu, ben quelque part, ta vision du monde, elle a des carences, c'est pas très ample, tu n'as pas d'opinion sur grand-chose, puis tout ça. Donc, on peut travailler notre vision du monde, la rendre plus crédible, par exemple, la rendre plus lucide, et donc la rendre plus sage, devenir plus sage, c'est avoir une conception du monde qui a une qualité là, qui est importante. Notre vision du monde va déterminer, somme toute, ce qu'on veut dans la vie. Qu'est-ce que je veux dans la vie, moi?
Je veux-tu faire bien de l'argent ou je veux trouver le nirvana? Bon, pas pareil, là. Je veux-tu des enfants? Je veux pas des enfants? Bon, etc. Puis là, on a des distinctions. On a des distinctions. C'est-tu de l'amour? C'est-tu du désir? C'est quoi l'amour? Etc. On a des définitions. Tu sais, comment on comprend les choses. Puis ça va, ultimement, définir un peu ce qu'on veut. Quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, de la misère à donner un sens à sa vie, là. Parce que donner un sens à sa vie, c'est vouloir quelque chose de relativement défini, d'avoir des buts, etc. Qu'est-ce qu'on devrait vouloir? Est-ce qu'on veut les bonnes choses? Est-ce qu'on poursuit les bonnes choses? Ça, c'est des grandes questions philosophiques qui touchent la question du sens de la vie. Si on est cohérent, je mets une condition, parce que c'est pas tout le monde qui est cohérent dans la vie. Si on est cohérent, notre volonté va se traduire en action. Okay? En action, en pratique. Ça, c'est le mot praxis. Là. Praxis, plan de vie, des pratiques de vie. Je veux être en santé, j'ai une connaissance, je dois faire de l'exercice. Bon, mais je vais développer une qualité, je vais faire du ski de fond, du vélo, quelque chose, pour être en forme. Je veux être en santé, je ne fumerai pas 2 paquets de cigarettes par jour. Sinon, c'est quoi ça? Ah ouais, je veux. Ça, c'est comme la honte. Ah, moi, je veux réussir mes études. Ah ouais, puis t'as pas ouvert un livre, puis tu regardes pas tes cours, puis je veux dire, tu fais pas tes devoirs. Tu ne veux pas réussir tes études. Vouloir, c'est agir. Vouloir, c'est traduire dans l'action sa volonté. Sinon, n'importe quoi, ça. Savoir ce que quelqu'un veut, c'est regarder son action. C'est la même chose, savoir ce que quelqu'un valorise. Hein, n'est-ce pas? Quand on va faire de la philosophie, dans ce cours, on va réfléchir sur ce qu'on devrait vouloir. Les amis, c'est important, la richesse, jusqu'à quel point, mettons. Ça, c'est des questions qu'on va se poser. Le plaisir, tout le monde veut avoir un peu de plaisir. La sagesse, etc. Qu'est-ce qu'on devrait vouloir? C'est quoi l'ordre? Bon. Qui sommes-nous, nous, personnellement? Parce que, évidemment, tout le monde n'a pas à vouloir la même chose. On peut avoir des distinctions, n'est-ce pas? Plan de vie, c'est quoi que tu veux faire? C'est quoi à peu près que tu espères dans la vie? Qu'est-ce que tu espères réaliser? Qu'est-ce qui est important pour toi? Etc. Puis là, ça se traduit. La façon qu'on a de vivre notre vie, ça va se manifester dans nos expériences. Donc, on était à l'autre petit point. Moi, c'est de l'autre bord. Oups, en tout cas. Ça allait inverser les choses, là, ma caméra. Mais, ça s'en va dans les affections. Les affections, non, mettons, je touche, ça marche plus. Non, ça marche pas. Donc, dans les affections, dans l'expérience qu'on a des choses, si tu veux du plaisir, mettons, dans ta vision du monde, tu dis, hey, ce qui est le plus fun dans la vie, c'est le plaisir. Je veux du plaisir. Là, t'es rendu à volonté. Ah, je veux du plaisir. Ah, super. Donc là, pour avoir du plaisir, je vais prendre de la drogue. Oh, pas sûr, c'est une bonne idée. Tu commences à faire, je sais pas, prendre de la drogue, t'aimes bien l'ecstasy, mettons. Ou, je sais pas, la coke. C'est encore pire. Prends de la coke. Mais ton expérience, là, elle risque d'être pas si cool que ça, là. Hein? Ta façon de vivre ta vie, elle influence comment tu vis la vie. Tu sais, qu'est-ce que tu expérimentes dans la vie. Si, par exemple, je sais pas, moi, t'es fidèle dans ton couple, c'est ça que tu veux, là, tu peux avoir de l'estime de toi-même parce que tu réussis à vivre selon tes valeurs. Si tu n'es jamais fidèle à tes valeurs, ou si tu prends des mauvaises décisions, comme parce que ta conception du monde est irréfléchie, tu seras pas heureux, là. Non, tu seras pas heureux. Même. Hein? Dans la vie, les gens qui prennent des mauvaises décisions à long terme, ils sont pas heureux, à moins d'être... Des fois, ils se retournent de bord. On peut toujours... Jamais trop tard pour être heureux. Jamais. Mais des fois, c'est difficile parce qu'on a beaucoup de choses à changer, tu sais. Dans notre vie, beaucoup d'attitudes à changer. Il y a comme les gens qui, toutes les fois qu'ils vivent de quoi, c'est tout le temps de la faute des autres, ils ne sont jamais responsables de rien. À un moment donné, ils vivent des expériences, une expérience de la vie qui n'est pas une expérience très heureuse. En philosophie grecque, celle qu'on va voir, souvent, l'expérience qui est recherchée, c'est le bonheur. Donc, on va beaucoup parler du bonheur comme expérience qui donne un sens à la vie. Quoi qu'il en soit, quand on a une expérience, il faut y réfléchir. Donc, moi, j'ai parti de la volonté, j'ai parti de la vision du monde, mon schéma, mais souvent, on commence à réfléchir à partir d'expériences. Il y a des expériences, par exemple, un grand amour ou l'expérience de la mort, des fois, tu sais, pas ma mort, mettons, la mort de quelqu'un que j'aime, ou un accident, ou une grande maladie, ou la pandémie, là, je veux
veux dire, c'est une expérience qui a fait réfléchir beaucoup de monde là, à leur vie. Ils disent, oh, là, j'avais pas des bonnes priorités. Donc, quand on a des expériences, on peut tout de suite changer, réfléchir sur nos expériences, changer notre vision du monde. Notre vision du monde nous permet aussi de travailler sur notre expérience. Tu sais, si tu es tout le temps anxieux, peut-être si tu réfléchis un peu, puis tu travailles ta pensée, tu vas l'être moins. Possible, ça. Notre pensée, là, notre façon de concevoir les choses, c'est très important dans comment on se sent, comment on agit, notre rapport au monde. Okay? Donc, faire de la philosophie, ça va être réfléchir sur notre vision du monde, réfléchir sur notre volonté, réfléchir sur l'action humaine, les actions humaines, réfléchir sur les expériences aussi, l'expérience qu'on a, l'expérience de l'humanité. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ce qu'on vit. Si vous voulez commencer à philosopher, commencez à réfléchir à ce que vous vivez. Moi, je dis ça des fois là, aux jeunes là, que je côtoie, parce que je côtoie des ados dans ma vie, puis je dis, écris un journal intime où tu notes ce que tu vis, tes pensées, etc., puis progresse. Puis je vous ferai le conseil à vous aussi. Apprenez à vous connaître. Décrochez de vos écrans, puis de toujours l'apparence, puis essaye de te connaître toi-même. Oh! Nu devant toi-même. Pleinement sincère face à toi-même. Puis dis-toi ce que tu as à te dire, puis réfléchis à ce que tu as. Là, tu vas commencer à faire de la philo. Peut-être pas de la philo avec les auteurs, mais un processus de réflexion. Puis c'est ça qu'on fait aussi en philosophie, un processus de réflexion. OK? Maintenant, question aussi qui est liée au devoir. Ça, c'est lié à un devoir très important que vous allez me remettre la semaine prochaine. Devoir 3. Si je ne me trompe pas, ou 4. Je pense que c'est le devoir 3. Où vous avez à faire votre propre définition du sens de la vie. La façon dont vous allez faire ça, vous allez faire d'abord votre devoir où vous regardez ce qui est écrit. Lorsqu'on fait de la philosophie, on part de la pensée des autres, on la met à distance, on la réfléchit, on la comprend, puis on définit notre propre pensée à partir de là. C'est toujours comme ça. On ne part pas juste de nous-mêmes. On part de la pensée des autres, on se laisse influencer. C'est pas comme moi, je vais avoir aucune influence. Non. Laisse-toi influencer, il faut t'écouter dans la vie. Les autres qui, avant tout, c'est pas tous des épais. Là. Il y a eu plein de sages dans l'humanité, tu sais, je veux dire, puis tu peux pas devenir sage sans connaître la vie des sages. C'est comme, ça marche pas, ça. Regarde la vie des sages, là. Il y a des sages qui ont marqué l'histoire de l'humanité, il y en a encore des vivants aujourd'hui. Fait, écoute leur avis. Puis après ça, toi, fais ton avis, puis là, tu vas devenir sage, toi aussi, puis tu vas pouvoir faire preuve de sagesse envers les autres. La sagesse, ça vient d'une tradition, ça. Ça vient de quelque part. Ça s'est développé avec le temps. OK? Moi, je veux que vous réfléchissiez sur le sens de votre vie. Bon, OK, puis sur le sens de la vie en général. Vous allez partir de quelque chose. De quoi est-ce que vous allez partir? Bien, vous allez partir de ce que vous allez lire dans votre chapitre 1. Jean Grondin, puis moi, ben, je discute avec lui, je suis en dialogue avec lui, Jean Grondin. Donc, on a donné, genre moi puis lui, on peut dire ensemble, là, dans le livre, vous allez voir, il y a des éléments de lui, des éléments de moi. Certains éléments qui nous permettent de dire qu'est-ce qu'une vie qui a du sens, de façon très générale, où chacun peut un peu choisir là-dedans, là, puis commencer sa réflexion avec ça. Puis, pour y arriver, on a pris le sens du mot sens, qui a 4 significations. Sens directionnel, la direction, comme un sens unique. Quand on parle du sens de la vie, on parle de la direction. Là, on va parler, par exemple, des buts qu'on se donne, des finalités qu'on se donne. Par où? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'on va quelque part dans la vie? Est-ce qu'on a des objectifs? Est-ce qu'on a des buts? Est-ce qu'on sait où on s'en va? Si tu ne sais pas où tu t'en vas, tu te lèves le matin, tu ne sais pas où tu t'en vas, je sais pas, là. Puis c'est sûr qu'on s'en va à la mort. Vous allez le voir, Jean Grondin parle de ça. Mais c'est pas la mort, c'est pas le but de la vie. Sinon, on atteindrait le but facilement. Tu vas te suicider et c'est fini. Le but de la vie, quand on chemine, quand on prend des actions, une après l'autre, cohérentes, c'est parce qu'on veut atteindre certains buts. Par exemple, réussir vos études. C'est un but. Mais le grand but, c'est d'être heureux. Pourquoi vous voulez faire vos études? C'est être heureux. Mettons, vous dites, ben moi, je veux avoir une famille. Ben, parce que vous pensez que vous allez être plus heureux qu'une famille. Donc, le grand but, c'est d'être heureux, c'est d'être vrai, bon, etc. On va réfléchir beaucoup là-dessus. C'est quoi le bonheur, puis tout ça. Et donc, dans le sens directionnel, le bonheur est incontournable.
Sens sensitif, là, ça nous amène à la saveur de la vie. Une vie qui a du sens, une vie qui a de la saveur. Qu'on profite, ça a du goût. C'est bon. C'est jouissif. Quelqu'un qui sa vie a du sens, il aime la vie. Elle est bonne, la vie. Puis même dans la souffrance. Okay? La saveur, le goût, goûter à la vie. Pas être, non, goûter, l'apprécier. Si tu as le sens du vin, tu es capable d'apprécier le vin. Si tu as le sens de l'humour, tu es capable d'apprécier ce qui est drôle. Si tu as le sens de la vie, ben tu apprécies la vie. Tu es capable d'apprécier. Tu vas marcher dans le bois, tu trouves ça beau, tu es avec quelqu'un. Tu sais, tu es dans l'instant, tu es bien. Tu es capable d'apprécier chaque chose, le plus de choses possible. Découvrir le sens, c'est aussi découvrir la saveur. Okay. Significatif. Ça a un sens significatif quand ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire, ma vie? Est-ce que quelqu'un peut la comprendre? Comment on fait pour avoir une vie visible? C'est qu'on est fidèle à des valeurs. On ne change pas de valeurs comme on change de bobette, là. Non. On est fidèle à certaines valeurs. C'est important, ça. Être cohérent. Je veux dire, si ta vie est l'expression de certaines convictions, qui sont des convictions qui sont valables, là, c'est pas parce qu'on les partage pas qu'on comprendra pas le sens de ta vie. Par exemple, je sais pas, moi, mettons, je suis pas particulièrement syndicaliste. Là. Je comprends là, le bien fondé des syndicats. Mais si on regarde, par exemple, Chartrand, là, qui est un grand syndicaliste québécois, je peux comprendre le sens de sa vie, puis j'ai de l'estime pour lui. Même si moi, j'aurais pas eu cette vie-là. T'as pas besoin d'avoir des enfants pour qu'on reconnaisse que la famille, ça peut donner un sens à ta vie. T'sais. On n'a pas besoin d'avoir tout le même sens à la vie, puis on peut bien voir qu'il y a du monde que leur vie a du sens, même si c'est pas le sens qu'on veut donner. Je veux dire, moi, je suis pas Mère Teresa, là. Bon. Je regarde sa vie, puis je suis capable de dire, ouais, ben ça, c'est l'expression de belles convictions, quand même, là, hein? Wow! C'est une vie qui a du sens. Elle est lisible, on la comprend. On peut l'estimer. Faire de sa vie une vie qui a du sens, une vie estimable. Sens réflexif, habituellement, une vie qui a du sens, c'est que ça manifeste une certaine sagesse. Bon. C'est réfléchi, tu sais, comme quand on dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, c'est que, tu sais, des fois, le monde, wow. On dirait qu'ils mettent beaucoup d'énergie à être malheureux. Pas de bon sens. Non. Ils sapent leur bonheur. Toujours des mauvaises décisions, jamais réfléchi. Ils réfléchissent jamais aux conséquences. Là, tu fais, hey, réfléchis. Réfléchis. Demain, ça existe. Il va y avoir des conséquences à tes actions. Faut atteindre une sorte de cohérence pour avoir une vie réfléchie. Puis, le sens réflexif, il unit les trois sens. Une vie sage, c'est une vie qui a une direction. Elle va quelque part. C'est une vie heureuse, qui a de la saveur. Le sage, il est capable d'apprécier la vie. Là. Le sage, il n'est pas malheureux. Le sage, il vit l'harmonie avec le cosmos. Puis c'est une vie aussi qui a un sens. La sagesse, elle nous porte à nous engager, puis à faire de notre vie quelque chose de signifiant pour nous et pour les autres, à réaliser des valeurs, comme le courage, etc. Dernière diapositive aujourd'hui. On va parler un petit peu de la philo, juste pour faire une introduction au prochain cours. Donc, les typologies de la philosophie, comme vous le savez, c'est l'amour de la sagesse. Et quand on va faire de la philosophie, on va essayer d'amener de la sagesse dans notre vie. Donc, on va essayer de voir les choses avec plus de sagesse. Comment on sait qu'on voit les choses avec plus de sagesse? Ben, mettons, on a une meilleure expérience de la vie. Nos actions sont plus cohérentes. On veut les bonnes choses. On sait ce qu'on doit vouloir. Puis, la sagesse, depuis toujours, ça a été lié à la connaissance du vrai, du bien, puis du beau.
Mais c'est toujours été lié aussi à la capacité d'apprécier, de juger correctement. Hein. Puis un sens de la mesure. Le sage, il est de bons conseils, n'est-ce pas? C'est associé à beaucoup d'autres choses. On va beaucoup voir différentes sagesses, parce qu'il n'y a pas une seule façon d'être sage. Là. Mais, par exemple, habituellement, c'est associé à la tempérance. Je veux dire, comme quelqu'un, je sais pas, moi, qui va boire 40 onces d'alcool, rare qu'on va dire qu'il est sage. Là. La tempérance, c'est le sens de la mesure, là, même dans sa pensée, avoir une pensée mesurée, avoir un comportement mesuré, des réactions mesurées, une consommation mesurée, si on boit de l'alcool ou si on de la nourriture, etc. Au courage d'être soi, au courage de ses convictions. Le paresseux là, qui ne fout rien, il n'est pas sage. Hein? Il se prend en main, puis il est courageux, puis s'il faut faire la guerre, il faut faire la guerre. Non, mais je veux dire, j'exagère la guerre au sens symbolique, là, mais on a des fois, il faut faire la guerre contre soi-même aussi, contre certaines tendances en soi. Faut être, pour être sage, il faut des fois, ça prend du courage, là, le courage d'affronter nos peurs, le courage de nos convictions, c'est très important. Puis la justice aussi. Jamais dans l'histoire on a associé la sagesse à l'injustice. C'est quelqu'un qui est sage, il est juste, donc il sait quoi prendre, quoi donner, généreux aussi habituellement. Mais c'est lié à d'autres valeurs. La justice, c'est une valeur très importante. Le respect d'autrui, c'est essentiel. La justice, je veux dire, pour quelqu'un avoir le sens de la justice, c'est la sagesse, en grande partie aussi. Et puis, pour arriver à tout ça, ben, il faut connaître, il faut avoir un certain nombre de connaissances, d'aptitudes, mais il faut aussi connaître ce qu'on ne sait pas. Il faut connaître notre ignorance. Okay? Ça, c'est bien important. Tu ne sais pas tout. Puis c'est ça qui nous permet d'être ouverts aux autres, puis de toujours apprendre. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout, on ne peut pas savoir tout, fait qu'il faut être ouvert au mystère. Une connaissance est juste lorsqu'elle connaît sa mesure, elle est mesurée. Un bon scientifique, ça sait ce que ça sait. Ça sait ce que la théorie. Ça sait. La science nous amène un savoir certain sur certaines choses, mais la science laisse aussi dans l'ombre beaucoup de questions. Et un bon scientifique, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il sait, puis qui sait ce qu'il ne sait pas. Puis c'est la même chose pour un philosophe. La philosophie est apparue dans l'Antiquité grecque. Là. Il y avait des philosophes à l'époque, on va les voir. Dans un moment où il y avait un système démocratique, avec l'apparition de la liberté. Et de l'égalité entre les citoyens, parce que c'était pas l'égalité de tous. Mais... Et elle a une figure un peu importante, qu'on va voir un peu plus tard dans le cours, qui est Socrate. Je vais en parler dans mon prochain vidéo, qui va être pour la semaine prochaine. D'ici là, vous devez faire le travail 1 et 2. Et on se revoit dans les vidéos de la semaine prochaine pour d'autres matières et la correction des devoirs. Alors, merci et au revoir.